Donc, l'épithélium, c'est qu'est-ce qu'on retrouve sur le dessus de la coupe? C'est ça. Tu as la coupe que tu observes au microscope, qui est projetée sur l'écran. Toute la partie supérieure, c'est l'épithélium de revêtement. C'est une coupe de l'œsophage. Et juste dessous, sous la membrane basale, tissu conjonctif avec des glandes, des vaisseaux sanguins, toutes les structures habituelles de ces systèmes. OK. Puis pourquoi la coloration est différente entre les deux photos? Alors, la coloration est quelque chose de très important. On a énormément de catégories de coloration pour mettre en évidence différentes substances. On peut mettre en évidence des fibres de collagène, des fibres élastiques, ou alors des enzymes ou différents types de protéines. Donc, suivant les travaux de recherche que l'on fait, on va choisir nos colorants pour mettre en évidence telle ou telle substance. Et comment c'est fait? Ah, c'est assez complexe. Écoute, je pense que le mieux, c'est qu'on aille directement dans le laboratoire d'histologie pour voir tout le protocole pour arriver à l'observation de ces coupes. La première étape du processus d'analyse d'un spécimen biologique va être la description macroscopique. Après avoir confirmé l'identification du spécimen, on va on va effectuer ce qu'on appelle un échantillonnage représentatif du spécimen, c'est-à-dire on va essayer de prendre une partie représentative de l'état naturel du tissu dans un organisme vivant. Ici, on a un morceau d'intestin, donc on va avoir un tube, il faut préserver la lumière, des choses comme ça. On va essayer de prélever quelque chose qui représente bien l'intestin. Évidemment, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de tout analyser. Parfois, on va tout partir le tissu qui nous est acheminé. À d'autres moments, on va garder en réserve la partie non analysée du tissu. On peut y retourner si jamais on a besoin. S'il se passe quoi que ce soit lors de l'analyse, on a une réserve de tissu pour pouvoir y retourner. Une fois que la mise en cassette a été effectuée, là, ici, il n'y a pas d'identification sur la cassette. Normalement, on va avoir un numéro unique de suivi pour à l'usage interne du laboratoire. On va remettre dans le format la réserve, puis on va passer l'échantillon suivant. C'est quelque chose qui est fait assez à la chaîne en général. Là, on vient de vous montrer un spécimen, je vais dire simple. On va maintenant regarder un spécimen complexe, c'est-à-dire un organe presque entier. C'est un spécimen humain, donc qui exige une technique assez particulière lors de la fixation pour maintenir l'intégrité des différentes couches tissulaires, les unes par rapport aux autres, éviter qu'il y ait trop de rétractation ou de distorsion dans le tissu. On va l'épingler sur une plaque de cire ou de paraffine dans ce cas-ci, avec des aiguilles pour éviter le mouvement des couches les unes par rapport aux autres. Puis, une fois que l'intégrité du spécimen est conservée, elle va pouvoir rester comme ça à vie ou ad vitam aeternam, selon ce que vous voulez. Passons maintenant à l'étape de l'inclusion en paraffine. À la fin du processus de circulation, le spécimen termine sa course dans un bain de paraffine à 60 degrés. Une fois rendu dans mon appareil, je vais prendre la cassette. Normalement, elle a un couvercle ici. Là, pour les fins de démonstration, il n'y a pas de couvercle, mais normalement, elle va être fermée comme on a vu tantôt. Je vais prendre un moule préchauffé. Je vais mettre un petit fond de paraffine dedans. Pourquoi on utilise la paraffine? La paraffine est utilisée pour fournir un support mécanique au spécimen lors de la coupe au microtome, qui est l'étape subséquente qu'on va voir tantôt. Si on n'utilisait pas de paraffine, on aurait un spécimen mollasson et très difficile à obtenir des coupes minces et régulières. On aurait des coupes vraiment très irrégulières. Donc, on utilise la paraffine pour remplacer l'eau dans le spécimen. Maintenant, je vais prendre un spécimen qui est particulièrement ardu à inclure, qui est le niveau difficile, on va dire. Je vais reprendre, comme tantôt, un moule qui est réchauffé. Ici, la difficulté, ça va être de le mettre sur le côté. Je vais utiliser carrément mon doigt pour m'assurer de le saisir du bon côté. Puis, je vais venir la poser dans mon moule à la verticale. Si on fait comme si c'était un spécimen de peau, le spécimen, une fois debout, on va pouvoir voir les différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, sur une même lame. Ça va permettre aux pathologistes ou aux chercheurs d'avoir plus d'informations en un seul coup d'œil sur la lame des microscopes.
Une fois que le bloc va être solidifié, ici, on voit que la paraffine est encore transparente. Une fois qu'elle va être solidifiée sur la plaque froide, on va pouvoir passer à la coupe au microtome. Voici maintenant rendu à l'étape de la microtomie, ou coupe au microtome. Une fois que les blocs ont été solidifiés sur la plaque froide à l'inclusion, on va passer à la coupe au microtome sur une glace. Je vais faire refroidir mes blocs. Pourquoi doit-on poser les échantillons sur la glace? La glace va servir à raffermir encore plus la paraffine pour fournir un support mécanique de la plus grande fermeté possible pour que le couteau puisse attaquer et faire une coupe la plus égale possible. Plus le spécimen est dur, plus la coupe peut être fine. D'ailleurs, pour ce qui est de l'ultramicrotomie en microscopie électronique, on utilise de la résine. C'est plus de la paraffine, c'est de la résine. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais enlever une première couche de paraffine sur le dessus de mon bloc, une couche épaisse qu'on appelle le rabotage, pour exposer tous mes spécimens en entier et pas juste un coin supérieur gauche ou inférieur droit, selon ce qui peut arriver. Ensuite, une fois que tous mes blocs ont été rabotés, je les retourne sur la glace pour qu'ils restent froids. Je vais changer ma zone de coupe pour avoir un beau rasoir neuf. Ensuite, je vais reprendre mon bloc, je vais venir le mettre et je vais me mettre l'épaisseur de coupe typique étant 5 microns. Ici, je me mets à 5 microns, mais selon les besoins, on peut descendre jusqu'à 3. Moi, j'ai déjà effectué 3. Donc, on va attendre de pouvoir faire un ruban. Ça s'en vient. Aussitôt qu'on est capable, on va essayer de ne pas perdre de tissu, surtout en recherche. C'est extrêmement important de ne pas perdre de tissu. Souvent, toutes les coupes sont importantes. Donc, on peut utiliser un pic ou un couteau pour venir récupérer nos différentes coupes. Évidemment, ça demande une certaine dextérité. Ce n'est pas facile. Soyez indulgents avec vous-même. Si on passe maintenant au bain d'étalement, on voit ici les grosses coupes que j'ai faites tantôt, les petites coupes aussi. Dans le fond, mon bain est préchauffé à 45 degrés, qui est environ 10 degrés en dessous du point de fusion de la paraffine. Pourquoi utiliser de l'eau chaude? L'eau chaude va être utilisée pour venir ramollir et détendre la paraffine. La tension superficielle de l'eau aussi va venir étendre, étaler, c'est le cas de le dire, la paraffine sur la surface de l'eau. Donc, l'étape de l'étalement, c'est vraiment de venir déposer une coupe sur la lame de microscope. On va aller à la pêche, comme on dit, dans le bain d'étalement. Je vais commencer par en détacher une pour ensuite venir la centrer sur la lame de microscope. Évidemment, la lame de microscope va être identifiée au numéro unique du spécimen. Si je fais la même chose maintenant sur les petites coupes, ici, je vais venir les détacher. Dans ce cas-ci, je pourrais carrément les laisser telles quelles, les coupes, et les laisser sur ce sang-là. Ou, on prendre une autre lame, on détache, et là, je vais réussir à venir la tourner sur l'autre sang. On voit ici qu'il y a un petit pli. C'est pas tout à fait parfait, mon étalement. Mais c'est ce qu'on fait dans cette étape-là, enlever les plis dans les coupes qu'on vient de faire au microtome. La prochaine étape, la coloration. Après avoir bien fait sécher les lames qui ont été étalées, on va utiliser de multiples bains avec différents solvants. Mon collègue Oumed procède présentement à la première étape du déparaffinage. Dans le fond, on va venir retirer la paraffine qui a été utilisée pour supporter la coupe. On va la remplacer par un solvant qu'on appelle le toluène ou l'oxylène. Ensuite, on va remplacer le solvant par de l'alcool pour ensuite remplacer l'alcool par de l'eau. Tout ça pour être capable de réhydrater notre tissu, revenir en milieu aqueux. Par la suite, une fois que notre lame est bien hydratée, que tous les hydrocarbures ont été retirés, on va pouvoir commencer le processus de coloration. Le processus de coloration, faut presque toujours parler de manière générale parce que chaque coloration va utiliser une réaction en général très spécifique d'une structure du tissu, ou pour la coloration de routine, là, on va mettre en évidence toutes les structures tissulaires du tissu, qu'elles soient basophiles ou acidophiles. En général, on va utiliser un colorant comme l'hématoxyline pour les structures basophiles, majoritairement les noyaux, et un colorant acidophile comme l'éosine ou la floxine pour les différentes structures
acidophiles du tissu, comme les tissus de soutien ou les cytoplasmes, les globules rouges, des choses comme ça. Fait qu'en un seul coup d'œil, on va être en mesure d'identifier les structures histologiques que contiennent le tissu grâce au contraste que la coloration vient fournir. Pour ce qui est des colorations vraiment spéciales et non pas de routine, on va utiliser différents produits chimiques. Là. C'est difficile d'être spécifique dans mon explication parce que c'est dépendant de chaque technique. Pour parler d'une en particulier, mettons le PAS, on va venir mettre en évidence le glycogène et les différents glucides présents dans le tissu. Sauf qu'il y a une technique pour chaque constituant tissulaire presque. On peut mettre en évidence les champignons, on peut mettre en évidence les fibres élastiques, etc., etc. Ça fait des centaines d'années que les différents médecins spécialistes et chercheurs travaillent pour développer des nouvelles techniques. Maintenant, la majorité des techniques spéciales ont été au moins agrémentées, si c'est pas supplantées, par l'immunologie et la biologie moléculaire. C'est un petit peu moins en vogue maintenant, les colorations spéciales, bien que ça fournit énormément d'informations pour un pré-diagnostic, j'oserais dire, ou ça fournit des éléments quand même qui vont être importants pour le diagnostic des pathologies, mais souvent, on va venir confirmer par un immuno ou une technique de biologie moléculaire. Nous voici maintenant rendus à l'étape finale du processus d'analyse en histologie, le montage permanent des lames. Une fois la lame dans le dernier bain de xylène, on va s'en emparer, s'assurer qu'elle demeure humide en la plongeant le plus possible, en s'assurant qu'il reste du xylène dessus. Avec notre colle, un applicateur, un Q-tip, un compte-gouttes, on va venir déposer quelques gouttes de colle sur notre lame, le moins possible pour éviter d'avoir à la nettoyer. Une saucette rapide dans le xylène et, par capillarité, on va venir faire monter la colle entre lame et lamelle jusqu'à temps que ça soit terminé et on va venir éponger le surplus de liquide. Ça nous donne une lame et lamelle qui coule encore, mais qui n'a pas de bulle dedans. Une fois déposée à plat, on va la laisser sécher un minimum de 24 heures. Demain matin, elle va encore sentir le xylène, donc il faut pas penser que c'est un processus rapide. Le montage manuel, c'est au moins 24 heures, sinon plus. Mais une fois qu'elle est montée comme ça, elle est considérée comme permanente. J'ai vu des lames d'une trentaine d'années de bleu alcien qui étaient super belles, donc c'est vraiment permanent. Ça fait, il n'y a pas de palissage, là, on perd pas de couleur. Donc c'est comme ça que les lames peuvent être conservées presque éternellement.